développe les choses que j'ai envie de faire petit à petit, au fur et à mesure. Après, qui te dit que dans 6 mois, te fais pas une grosse offre sur de l'animalier sur la Côte d'Azur? Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interviewe un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans une optique réellement professionnelle ou juste pour, dans un premier temps, bien se payer son matos photo ou arrondir ses fins de mois par exemple. Alors je lui pose plein de questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet de business photo à votre tour. Cette semaine, j'accueille le photographe Nicolas Katovic. Alors Nicolas est photographe professionnel au sens où, logiquement, son unique source de revenus, c'est la photographie. Alors ce qui est assez fort en fait, voire même assez incroyable dans le parcours de Nicolas, c'est que, tenez-vous bien, il y a 2 ans à peine, la photographie n'était même pas dans sa vie. Alors vraiment, il n'y connaissait absolument rien en photo, c'est pas du bullshit, c'est pas quelque chose que je vous raconte pour vous faire écouter absolument l'émission, c'est la réalité, vous allez vite le constater dans son histoire. Bien, 2 ans après, donc aujourd'hui, c'est son métier, alors qu'il avait une très bonne place de salarié dans une bonne société. Comment il a réussi ça, pourquoi et comment la photo est entrée dans sa vie, pourquoi une telle rapidité dans son changement de job, comment il s'y prend pour trouver des clients et quelles sont ses sources d'inspiration et plein d'autres sujets qu'on a abordés avec Nicolas tout au long de cette interview. Tu verras à la toute fin de l'épisode, il y a eu un gros bug du côté de Nicolas, son téléphone a carrément planté, ce qui fait qu'il n'a pas pu nous dire au revoir. Donc si tu as l'impression que ça se termine un peu en queue de poisson, c'est un peu normal, mais vraiment ça n'est pas de sa faute, ni de la mienne d'ailleurs, on a été un petit peu pris de court, mais on s'est rappelé après derrière avec Nicolas et il était bien désolé qu'on n'ait pas pu terminer tranquillement l'enregistrement. Juste avant de vous laisser avec lui, si vous écoutez le podcast sur Apple, et si ça vous plaît évidemment, une note 5 étoiles et un chouette commentaire, même très court, c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Je vous remercie infiniment si vous le faites. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nicolas. Salut Régis, comment ça va? Ça va très très bien, très très bien. Alors Nicolas, c'est bien Katovic, hein? Ouais, c'est ça, hein? Vraiment, ouais. On dit Katovic, on dit Katovic, ça dépend qui le prononce, ouais. Pas de souci, ouais, très bien. Et toi, tu dis quoi alors? Moi je dis Katovic pour l'administration française. Et pour les gens quand je me présente, je dis les deux, ça dépend. Ça dépend marche, si la personne a des notions des pays de l'Est ou pas. Voilà, on a un bon 3/4 d'heure devant nous, ça va être cool, ça va être chouette. Je disais simplement que l'idée c'est de discuter entre 2 photographes, avec des photographes, voilà, ceux qui nous suivent, pour parler de ton parcours, de ce que tu aimes photographier, de tes sources d'inspiration, puis aussi de ta partie business, de ce que tu souhaites mettre en place pour financer, en tout cas monétiser ton expertise photo, pourquoi tu le fais, plein de questions autour de ça. Nicolas, la question du départ, traditionnelle, mais je pense que tu ne seras pas trop mal à l'aise à faire ça parce que je pense que tu n'es pas le genre de personne à te poser 1000 questions. Voilà, très simplement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Nicolas, je suis photographe depuis maintenant un petit peu, ça fera 1 an au 1er avril, déclaré officiellement on va dire, et sinon ça fait un peu moins de 2 ans que je fais de la photo. Ah ouais, c'est tout récent alors, d'accord. Ouais, on en parlera après, mais moi je suis tombé dans la photo vraiment par hasard. J'aime bien dire ça comme ça, c'est très vous allez vite comprendre après, mais du coup voilà, et je vis maintenant on va dire c'est mon métier, la photo, parce que je n'ai plus d'autres activités professionnelles à côté, et je suis basé à Nice. Oui, très rapide, c'est parfait, comme ça il y a plein de portes ouvertes, c'est top. J'ai plutôt envie de te dire, de te demander tout simplement, tu faisais quoi avant d'être photographe? Allez, on va commencer comme ça. Alors avant, moi j'ai fait des études en management et en gestion, et j'étais spécialisé en fait dans la grande distribution à la base, donc dans ma filière d'études c'était ça, et j'ai fini en fait chez un grand groupe de location de voitures, un grand groupe mondial américain. Donc ton métier, ce métier-là, ça t'a plu, ça t'a pas plu, des bonnes choses, des moins bonnes choses, tu l'as abordé comment? J'aimais bien mon métier, la relation client, tout ce que ça pouvait m'apporter. Et j'ai eu en fait pas un ras-le-bol, mais j'avais envie de voir quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai posé un congé sabbatique et je suis parti commencer un tour du monde avec ma chérie. Ce congé-là, pour découvrir le monde, pour avoir une nouvelle vie, donc tu n'as pas démissionné, hein. C'est en gros une grosse parenthèse, et je fais ce qui me fait plaisir, c'est ça? En fait, ouais, exactement. Ce qui m'a apporté, en fait, ce qui m'a amené à ça,
c'est vraiment le fait d'avoir des clients, parce qu'avant de travailler sur Annecy, je travaillais sur Nice, donc à l'aéroport de Nice qui est qui a un gros volume d'affaires en été, surtout voilà, avec la Côte d'Azur. Mais j'avais des clients étrangers tous les jours et de tous les horizons, et ça me plaisait en fait d'avoir cette clientèle étrangère avec moi. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller visiter un petit peu ces pays-là, d'aller voir un petit peu ailleurs. Et du coup, bon, ben, on a commencé à réfléchir et puis à un moment donné, le choix s'est posé et on s'est dit, bon, ben, on va faire ça bien. Et j'ai appelé ma hiérarchie en leur disant, bon, ben, je m'en vais pendant un an. Pour l'instant, la photo, elle n'est pas encore rentrée, hein. Non, la photo, pour moi, elle n'existe pas Elle encore. n'existe même pas. Alors, je sais pas, moi, avec l'appareil photo du téléphone, juste pour rien, Ah oui, zéro. juste pour prendre Oui. des notes. Ah, des notes. Et l'appareil photo pour prendre des notes. Tu as dit quand même un truc important, c'est que tu t'es rendu compte que le fait de voir cette clientèle-là étrangère t'a donné envie découvrir leur pays, mais chez eux, quoi, d'aller chez eux, en fait, de voir l'envers du décor. Mais tu vois, le mot qui, toi, t'a paru naturel, de dire, je me suis rendu compte que, ben, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui se rendent compte pas, qui n'arrivent pas à se rendre compte, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu aurais très bien pu rester tête dans le guidon, à faire ton truc d'agence, à travailler, 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 et ne pas avoir cette, je sais pas, cette ouverture d'esprit peut-être sur cette envie du moment. Comment tu peux expliquer que tu as réussi à être sensible à ça? Alors, j'ai pas d'explication rationnelle ou à dire là comme ça, mais c'est juste en fait le fait de rencontrer chaque jour des gens différents, de ne plus avoir cette routine. Je vais utiliser des mots qui ne sont pas censés être ensemble, mais une routine de relation. Tu sais, tu as toujours les mêmes collègues de travail, tu as toujours le même cercle d'amis. Et puis, tu as des clients qui arrivent des États-Unis, des clients qui arrivent d'Allemagne, des clients qui arrivent de Russie. Et puis, tu peux des fois créer des liens avec ces clients-là. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est vraiment créer un lien et créer des relations. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait et qui m'a vraiment donné envie de découvrir autre chose que la France. Ouais, ça j'adore parce que voilà, vraiment, tu as été capable de t'écouter là-dessus et surtout, ben, t'es passé à l'action parce que je pense qu'on est on se dit tous, ah, j'aimerais bien faire ça, ça j'adorerais, ça va être génial, ah, ça me fait envie, tiens, voilà, on a tous des envies comme ça et finalement assez peu passent à l'action. Voilà, comment toi tu as réussi à passer ce cap-là du moment où tu as cette envie-là parce que tu croises plein de gens et que ça te donne envie et tu le réalises réellement, quoi. Tu vois, il y a quand même un vrai saut et un vrai gap. Comment tu expliques que tu as réussi à vraiment faire ça? Alors, tout d'abord, alors là, c'est une super question parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime aborder. C'est, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sécurité. Je suis pas un aventurier dans l'âme, loin de là, mais j'aime en fait avoir ma sécurité. Je me suis toujours donné les moyens de travailler énormément pour être tranquille à la fin du mois. Et donc avoir cette sécurité financière, donc voilà, vraiment d'avoir ce cocon-là autour de moi, d'avoir ce niveau de sûreté maximal presque. Et ce que j'ai fait en fait, parce qu'on m'a traité de fou, hein, quand j'ai annoncé Ouais. l'idée à certains de mes amis, on m'a dit mais Nico, t'es complètement barré, tu vois, qu'est-ce que tu vas aller faire à l'autre bout du monde? Tu sais pas comment le prendre, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, tu sais pas trop s'il rigole ou pas, si c'est caché, tu sais pas si c'est de l'envie. Et puis après, j'ai laissé couler en fait. Mais moi, pour me rassurer, pour passer le gap, j'ai fait en sorte de me sécuriser moi-même. Ok. C'est-à-dire que bon, ben, j'y suis pas allé sans argent, hein. Forcément, j'ai mis énormément d'argent de côté. J'y suis allé en posant un congé sabbatique. Donc, quand je revenais, j'avais mon boulot, je retrouvais mon boulot, donc mon CDI avec mes avantages, bien évidemment. Tout était prévu en fait pour. Donc, il y avait pas de souci. Je savais avec qui j'y allais, en l'occurrence donc ma chérie. Voilà, je partais pas seul en mode bon ben je sais pas où je vais demain, j'ai pris un billet puis voilà. Non, on avait fait un itinéraire, on va dire. Bon, même si on l'a quasiment pas respecté, mais on a fait une base d'itinéraire. Et à ce moment-là, tu as déjà tes verrous qui sautent au fur et à mesure parce que tu sais que tu peux retrouver l'argent n'est plus un problème parce que je l'avais mis de côté. L'itinéraire, on l'a prévu, donc c'est bon. La personne avec qui j'y vais, ben, j'y vais avec quelqu'un que je connais très bien. Donc, c'est bon. J'ai déjà au moins cette base-là, ce pilier-là.
Et puis, bon, ben, on s'est renseigné sur les pays avant. Il y a des pays qu'on aurait voulu visiter, mais qu'on n'a pas visité, comme le Salvador, qui est très dangereux. Il y a des pays. Après, beaucoup d'instinct aussi. Tu arrives dans un pays, tu sens que c'est pas terrible. Tu es courte. Tu es courte vite ton voyage, ton séjour dans le pays. Mais en gros, ouais. Et puis, je pense que c'est une force aussi d'être à deux pour ce genre d'aventure-là, parce que chacun a différentes émotions et différents ressentis. Et à ce moment-là, tu fais confiance à l'autre personne qui te dit, bah écoute, là je le sens pas, il va falloir qu'on y aille. Bon, ben on y va alors, ok. Même si toi tu le sentais, quoi. Ouais. On est bien en train de faire une interview sur la photographie et pas sur le tourisme ou le tour du monde, hein. Mais c'est juste le parcours de Nicolas qui est intéressant parce que justement, je pense que c'est ce que tu es en train de raconter, ça va construire ton entrée dans la photographie, j'imagine. Donc c'est bien de le dire aussi. Mais voilà, je trouve ça génial parce que voilà, je trouve tu as cette capacité à savoir t'écouter et puis et à respecter ce que tu sens, ce que tu penses, ce que tu es. Tu es quelqu'un qui veut de la sécurité et tu te donnes tous les moyens pour avoir cette sécurité-là. Mais ça, c'est ce que je dis là, ça peut paraître très bateau, vraiment, genre j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des difficultés peut-être dans leur boulot ou dans leur relation peut-être familiale ou sociale parce que elles n'arrivent pas à savoir ce qu'elles veulent réellement et justement à s'écouter, tu vas se respecter par rapport à ça. Et toi, tu y arrives et ça, c'est top en fait. Ben, j'y arrive, mais je me force surtout. Parce que des Ouais. fois, voilà, des fois ça revient aussi, mais bon, des fois je me force en me disant non, non, t'avais dit que tu voulais plus ça, tu le fais plus, ça y est, c'est bon, stop. Alors vas-y, explique-nous. Alors ça arrive quand la photographie? Bon, ben, pour le tour du monde, en gros, donc on s'est équipé un minimum, hein, forcément, et on voulait construire des souvenirs, donc on s'est acheté un petit appareil à ce moment-là, qui est pas loin là d'ailleurs, et on a commencé à faire des photos. Enfin, j'ai commencé moi à faire des photos du coup, en mode automatique, tout ce qu'on aime, magnifique. Oui, parce que avant, tu n'avais pas de suivi de formation, tu as juste acheté l'appareil finalement et puis tu te dis, bon, voilà, on verra bien quoi. D'accord. Exactement, on s'est acheté un appareil, on s'est dit, bon voilà, on a pris un peu un objectif qui va un peu avec tout, et on s'est dit, bon ben voilà, ça va nous créer des souvenirs. Et il y a une petite anecdote là-dessus, c'est le jour où je suis allé au magasin de photos pour acheter l'appareil photo. Le vendeur nous conseille quelque chose et il nous demande un petit peu, tu sais, il te cerne un petit peu, savoir quels sont tes besoins en photo. On était incapable de lui répondre parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, on n'avait pas encore conscience moi, j'avais pas conscience de ce potentiel photographique. Et du coup, on est parti avec un objectif de base classique, voilà, pour faire un peu tout. Mais bon, bah, après, ça a vite dégénéré, hein. C'est-à-dire que tu t'es vite rendu compte qu'il manquait plein de choses dès que tu voulais faire des prises de vue, c'est ça en fait? En fait, au début, j'ai commencé à faire des prises de vue et je me suis rendu compte que ce que je voyais à l'œil nu et ce que mon appareil faisait n'avait strictement rien à voir. Alors forcément, j'étais en mode automatique. Des fois, bon, même si les derniers appareils sont quand même assez performants là-dessus, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Je me retrouvais avec des couleurs différentes, des expositions différentes, et je n'étais pas d'accord avec ça. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui avait commencé la photo, mais vraiment a commencé à bidouiller un petit peu plus, voilà, concrètement, le mode manuel et tout, quelques mois avant. Et donc je l'appelle et je lui dis, voilà, je comprends pas, ce que je fais en photo, ça n'a rien à voir avec ce que je vois. Il m'a dit, bon, débraye et passe en manuel. Et donc là, je suis passé en manuel, j'ai commencé à ingurgiter tout ce que je pouvais voir sur YouTube pour me former. Et tous les jours, je me faisais mes petits tests. Des fois dans la chambre d'hôtel, des fois en dehors. Donc tu as commencé en fait à te rendre compte que ce que tu photographiais, ça n'avait rien à voir avec ton idée de départ. Quelle a été pour toi la première vraie... Alors tu t'es formé, tutoriel YouTube, des choses comme ça. Quel était pour toi le vrai premier déclic sans jeu de mots, hein, le vrai moment où tu t'es dit, ah là je commence un petit peu à maîtriser le truc. C'était quoi ces moments-là? Alors, ça a été il y a eu ouais, donc le déclic technique qui a commencé au Nicaragua, où j'ai commencé à faire des photos dont je me contentais parce que j'arrivais à maîtriser ma photo. Et le vrai déclic en mode passion, ça a été toujours au Nicaragua et c'était la première rencontre avec les petits singes, avec les singes capucins. Et là, à ce moment-là, grosse révélation. Le côté technique, en fait, s'articulait dans le sens où j'avais une idée en tête, je savais ce que je voyais et je savais le mettre en œuvre. Et là où j'ai vraiment pris du plaisir, enfin là j'ai commencé à prendre du plaisir à faire des photos, c'est la première rencontre avec les singes, où j'ai passé déjà humainement un sacré moment. Et derrière, où mes photos, pour moi, étaient réussies parce que j'ai réussi à pas me planter déjà, à faire ce que je voulais, et j'ai réussi à vivre le moment et à le retranscrire sur mes photos. Et à ce moment-là, ben, j'étais
ouais, gros sentiment de plénitude. J'étais vraiment très très bien et je me suis dit, ouais, ça y est, c'est parti. Tu commences à poster un peu tes photographies là ou tu les gardes pour toi sur cette époque-là? Alors j'en ai posté quelques-unes et après je me suis j'ai arrêté de les poster parce que il faudrait comment dire, je les traite comme je vois maintenant la photographie pour voir un petit peu le changement. Je les avais en fait traités pendant le voyage sur mon téléphone. Et maintenant, je pense qu'avec mon autre vision du traitement, du post-traitement photo, je pense que je peux donner autre chose et j'ai hâte de m'y remettre tranquillement. Ouais, ça c'est un vrai bon conseil. Effectivement, c'est toujours intéressant d'aller fouiller dans son disque dur, de revoir les anciennes photos. Déjà pour se faire, je sais pas, se faire du bien à l'ego, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a progressé normalement, hein, si tout se passe bien. Ou même si c'est pas une progression, on va dire technique, mais en tout cas un changement dans le regard, dans la façon de traiter les sujets, parce que des fois ça peut être les mêmes sujets mais traités différemment. Donc c'est bien effectivement d'avoir ce retour. Dans tous les cas, de toute façon, c'est très bien. Tu vois, je faisais un post ce matin sur Instagram où je disais simplement que c'est bien de regarder un peu derrière soi, de prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire au cours, par exemple, des 3 derniers mois. Et puis tu écris, bah, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, pro comme perso, hein. Et puis tu te rends compte que tu arrives à faire une liste assez intéressante, tu vois, je sais pas, 10, 15 choses. Et là tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai fait des choses. Je trouve que c'est motivant, et puis ça donne des ailes parce que voilà, tu dis, bah, j'ai fait ça, en 3 mois j'ai fait ça, c'est quand même pas mal. Donc, je vais pouvoir faire encore plus peut-être sur les 3 mois qui viennent. Et donc, c'est le même principe sur les photographies, c'est voilà, de prendre du recul un petit peu, de voir ce qu'on a fait. Ouais, ça peut donner des ailes pour la suite. Donc, le virus commence à prendre de ton côté en photographie, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des tendances qui commencent à s'installer chez toi dans ta pratique photo? Eh ben, pour moi, au début, c'était du full animalier, hein. C'était à fond sur l'animalier. C'est là où j'ai pu, en fait, regarder un petit peu sur Internet, bon, déjà quelques blogs, dont le tien déjà aussi. Et c'est là où j'ai commencé. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose ouais, qui me transportait, le fait de photographier la faune sauvage. Et au fur et à mesure, comment dire, à la fin du voyage, je prenais un petit peu plus tout, c'est-à-dire un petit peu plus d'architecture, ou un petit peu plus, j'essayais de faire un petit peu de portrait, peut-être un peu de street, mais au début, c'était vraiment que de l'animalier. Mais vraiment, vraiment. Quand j'ai eu ce déclic comment dire, avec les petits singes, à partir de ce moment-là, je faisais 90% de mes photos, c'était de l'animalier, quoi. Tu es équipé comment là à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais donc un Fujifilm X-T30 avec un 18-55 de base. Et derrière, j'ai réussi à trouver à l'étranger, tant bien que mal, j'ai réussi à trouver à 156 de chez Sigma. Que tu as pu mettre sur ton Fuji? Ouais, parce que j'avais une bague d'adaptation monture Canon sur Fuji. Et je l'ai fait livrer pareil en Colombie. On a dû rester 2 jours de plus au même endroit pour être sûr de recevoir le colis. Enfin, c'était vraiment une galère. Mais en gros, je tenais vraiment à avoir cette bague-là. Et ouais, ça a été vraiment on va dire, mon équipement de base sur les 3 quarts de mon voyage, quoi. Là, c'est un vrai indice, hein, quand tu es capable d'attendre 2 jours pour avoir une bague dans un pays exotique parce que tu veux absolument avoir le truc. Normalement, c'est que là, c'est ok, quoi. T'es rentré dedans, hein. C'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu vas te prendre des idées de photos ou de façon de faire, tu vois? Chez qui tu vas aller piocher un peu tout ça? Honnêtement, je vais regarder un petit peu tout, je t'avoue. J'ai pas de trucs à proprement dit. Après, alors c'est sûr qu'il y a des photographes qui m'inspirent énormément parce qu'ils ont un boulot magnifique. Il y en a certains que as déjà interviewé et je cite plus les noms parce qu'il y en a beaucoup. Mais un dont j'apprécie énormément le travail, si j'écorche pas son nom, je crois, c'est Paul Nicklen, je crois, qui travaille pour Ouais. National Geographic, je crois, et qui travaille aussi de son côté. Et lui, bah, sur tout ce qui est animaux polaires, je trouve son travail mais juste formidable, quoi. Et alors, même si les animaux pour moi n'étaient pas les mêmes, ouais, j'ai essayé de m'inspirer de son travail, en sachant que moi j'étais au début de mon aventure photographique et que j'avais pas du tout la même technique que lui, clairement. Mais non, non, après, c'est toujours bien de s'inspirer de certains clichés et de voir, d'essayer au moins, tu sais, les angles de vue, l'approche, au moins ça.
On a parlé beaucoup d'animalier et pourtant quand on va voir maintenant là aujourd'hui là ton compte Insta avec ta bio, c'est marqué photographe curieux de tout en fait. Hein. Tu dis puis il suffit de scroller hein, ton feed. Alors il y a l'animalier bien sûr, hein, mais il y a aussi du portrait, il y a de l'archi, il y a des choses plus comment dire recherchées, tu vois, particulières, même modernes, contemporaines. Alors du coup il y a bien à un moment donné une bascule, tu vois, dans ta pratique photo, hein, puisque tu n'es pas t'es rentré dans l'animalier par l'animalier, mais tu y es toujours, mais par contre, tu as vraiment exploré beaucoup d'autres domaines photographiques. Alors déjà, alors pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a... c'était quoi ce besoin d'aller chercher à droite et à gauche et surtout de pratiquer à droite et à gauche? Ben alors moi, je suis quelqu'un qui j'ennuie très rapidement. Et je suis très curieux. Du coup, bon, si tu fais la part des choses, moi voilà, dès que j'ai une idée, j'essaye d'exploiter, j'essaye de voir. Et, euh, et du coup, en fait, j'essaye dès que j'ai une envie, j'essaye de l'exprimer. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pu commencer à m'intéresser à différents domaines. Déjà, déjà, ma sensibilité artistique et ma sensibilité photographique a changé, a évolué au fur et à mesure, même si ça fait que très peu de temps que je fais de la photo en réalité. Mais après, voilà, ça peut dépendre aussi de l'inspiration du moment, de mon envie du moment, comment dire, de ma façon d'être du moment. Là, en ce Mm. moment, je suis très à fond sur le portrait et j'adore ça. Ça fait déjà 2, 3, allez, presque 6 mois que je fais énormément de portraits. Mais en fait, je suis curieux, j'aime bien. Autant demain, je vais me mettre à faire du paysage, j'en sais rien. Là, je vois une question là j'ai une question. Ce tour du monde ne t'a jamais fait intéresser à la photo paysage? Et la photo paysage, c'est quelque chose où j'ai énormément de mal à arriver dessus parce que je trouve toujours quelque chose à redire et ça me chamboule en fait dans les pensées. Et du coup, mon côté graphique devient un peu prise de tête et j'essaye de m'enlever de ça déjà. Mais voilà, je suis très curieux là-dessus et autant demain je vais faire, autant demain je vais faire que du culinaire, comme dans 6 mois on en reparle et je ferai que du packshot, j'en sais rien, mais je me ferme pas de porte en fait. Et je déteste m'ennuyer, donc dès que je peux apprendre quelque chose, je suis le plus content en fait. Tu vois, alors pardon d'insister là-dessus, mais pour moi ça me paraît tellement important, tellement évident. Et là, c'est un petit peu la casquette de l'entrepreneur qui parle, mais vraiment tu t'écoutes et tu l'as dit encore, mais je suis curieux et tu sais que tu es curieux et surtout tu en tiens compte. Mais ça c'est tellement important parce que voilà, encore une fois, souvent on croit se connaître alors qu'on se connaît pas si bien que ça. Et puis quand on a trouvé des choses qui sont vraiment liées à ce qu'on est, bah, des fois on le respecte même pas. Et vraiment c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ton discours et c'est important vraiment pour ceux qui nous écoutent, hein, les photographes, il faut savoir se respecter. Si tu aimes vraiment photographier plein de choses, bah photographie plein de choses. Et puis de toute façon, tout va se nourrir de tout. Moi, je sais que j'aime l'astro pour ce que c'est, mais j'aime aussi le défi technique de la photographie astro. Mais je sais que ça va me servir dans d'autres domaines photo, tu vois. Peut-être pas directement, mais peut-être dans le regard, dans la façon de traiter les photographies, dans la patience, dans le côté rigueur, tu vois, de la chose. Ça peut forcément me servir dans d'autres pratiques photo. Et puis si on aime, au contraire, on est quelqu'un je sais pas, d'hyper monomaniaque sur un point particulier, et puis on a envie de passer 5 ans de sa vie à ne faire que ça, parce que c'est là-dedans qu'on est bien, eh bien il ne faut ne faire que ça. Tu vois, il y a pas de recette en fait bonne pour tout le monde. C'est vraiment, mais j'insiste, hein, c'est prendre le temps de se connaître et une fois qu'on a découvert des choses nous concernant, eh bien respecter ces choses-là. Maintenant que tu es à Nice, est-ce que quand tu es revenu, est-ce que tu as remis les pieds dans ton agence ou voilà, tu t'es dit non, maintenant je ne peux plus revenir en tant que directeur d'agence parce que bah, voilà, ce n'est plus moi. Encore une fois, je m'écoute et j'applique ce que je sais de moi. Alors il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Il y a en fait comment dire, le projet photo était très, très présent dans ma tête. En fait, j'ai eu plusieurs déclics pendant le tour du monde en me disant que je pouvais éventuellement gagner de l'argent grâce à la photo. Puis, au fur et à mesure, ça a commencé à monter, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ben, quand je rentre en France, je vais en fait garder mon CDI pendant 2, 3 ans, le temps de me faire ma clientèle, de bien construire ça correctement. Et derrière, ben, je lâcherai mon travail et je me lancerai à mon compte. Et sauf que bon, ben, l'année Covid 2020 n'aidant pas pour ça, j'ai mon employeur qui m'a appelé en me disant bon, ben, nous, les chiffres sont en berne, donc
En gros, s'il y en a qui veulent partir, partez. Donc moi, à ce moment-là, c'était pas le projet, pas du tout. Surtout connaissant en fait mon sens un petit peu de sécurité, quand ils m'ont dit on n'a pas trop les chiffres, j'étais le seul à avoir un CDI, je voulais bien rester. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que bon, ben, ils ont essayé d'appuyer pour essayer de me faire partir, clairement, parce que bon, ben, eux, ils ont aussi des résultats à avoir hein, vis-à-vis des actionnaires et tout ce qu'il faut. Et donc, bon, ben, c'est parti en négociation, forcément. Et j'en ai parlé, moi, avec ma chérie, qui m'a dit, écoute, je pense que là, tu as tous les voyants qui sont au vert. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Voilà, j'ai la chance encore pour l'instant de ne pas avoir d'enfants à charge. Donc, c'est déjà un point en moins en termes financiers. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, on y va, go. Donc, ben, j'ai appelé mon travail, je leur ai dit, bon, ben, c'est bon, je m'en vais. Je m'en vais. Donc, je n'ai pas remis les pieds dans une agence et je pense que j'aurais eu énormément de mal d'ailleurs. Je pense que ça aurait pu clasher à un moment donné par rapport à ce que j'ai vu en tour du monde, par rapport à cette liberté à laquelle j'ai goûté et qui là, on aurait peut-être pu me l'enlever à ce moment-là et me donner encore plus de rigueur. Et puis voilà quoi. Donc maintenant, c'est photo, essentiellement de la photo et que de la photo. Bah écoute, vraiment tout ce que tu dis, je trouve, c'est à chaque fois, ce sont des super. Alors, c'est ton histoire, certes, personnelle, et en même temps, c'est à chaque fois des très bons conseils, et parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent et dans ma communauté, il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment énormément la photographie, qui sont bons dans ce qu'ils font, et qui ont un métier à côté, et qui, voilà, qui ont ce projet aussi, tu vois, de lâcher du temps, d'avoir moins de temps dans le métier classique, on va dire, et d'aller plus sur le côté photographique et business photo. Mais voilà, ton conseil, moi, enfin, à travers ton expérience, moi, le conseil que je vois, c'est qu'il est important d'analyser la situation. Et c'est ce que tu as su faire, en fait. Il y a un truc que je trouve assez fort dans ton parcours, c'est le peu de temps que tu as, en fait, entre ton entrée dans le monde de la photographie et le moment où tu deviens professionnel, où tu décides de vivre de ta pratique photo. Comment toi, tu as géré. Alors déjà, est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as senti ce syndrome de l'imposteur dont on parle souvent? Tu vois, peu de temps, t'as pas de diplôme, c'est pas ta formation initiale, t'as assez peu de background en fait. Hein. Comment tu as géré ça? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Oui, non, et comment tu l'as géré? Ça a été très présent à un moment, surtout au début. Là, maintenant que je commence à voir un petit peu que mon cercle commence à s'élargir sur Nice et les environs, ça commence à aller mieux, clairement. Mais au début, c'est pas évident. Moi, en fait, ton syndrome de l'imposteur, pour moi, hein, la vision que j'en ai, c'est qu'il dépend en fait des réactions des autres qui sont en face de toi. Et à ce moment-là, en fait, tu as des personnes qui vont, quand tu leur dis je suis photographe, parce qu'à un moment donné, en fait, comme je disais tout à l'heure, au tout début, je disais que j'étais directeur d'agence en reconversion pour être photographe. Donc à ce moment-là, tu comprends même toi que tu n'es pas en train de l'assumer clairement. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à l'assumer, j'ai déjà ça va mieux. Déjà, tu sens que t'as fait un step en plus. Et après l'avoir assumé, on va dire, c'est la reconnaissance quand tu as des personnes à qui tu fais des photos et qui te disent bah, j'adore tes photos et je suis vraiment très content de t'avoir appelé et vraiment beau boulot. Et là, ça prend petit à petit, ça redescend quand on te demande de faire des collaborations, quand on te dit non, j'ai pas envie de te payer pour toi, enfin plein de choses comme ça. C'est très montagne russe le syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment horrible. Hein. Ce syndrome de l'imposteur est très chiant hein, pour les entrepreneurs comme nous, mais ça va de mieux en mieux. Pour moi, en tout cas, ça va de mieux en mieux. Ça va même encore mieux depuis que j'ai passé un autre step aussi. On en a parlé il y a quelques jours, toi et moi. Mais voilà, enfin, c'est toujours présent. Il y a toujours un petit truc. Toujours. Il y aura toujours, de toute façon, je veux dire, même l'entrepreneur le plus avancé du monde, le plus performant, le plus que tu veux, le plus américain, j'ai envie de dire, tu vois, il aura toujours, quand il s'agira de lancer un nouveau produit, je sais pas, une nouvelle offre ou de lancer un nouveau projet, il aura toujours ce sentiment de se dire,
Est-ce que voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment ça? Alors évidemment qu'après lui, il a acquis, et c'est le but aussi. Hein, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est aussi une vraie école. On lit très souvent en fait du verbe lier, l'entrepreneuriat et le dev perso, parce que finalement tu peux pas dissocier l'un et l'autre. Je veux dire, pour être un bon entrepreneur, il faut forcément que tu mettes les pieds dans le développement personnel pour que tu deviennes une. Alors encore une fois, c'est un peu galvaudé à force de dire ça, mais pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et tu vois, par rapport au syndrome de l'imposteur, alors c'est vrai que le réflexe que tous les photographes ont qui n'ont pas de diplôme, c'est de se dire, eh ben, je vais passer un diplôme et après ça ira mieux. Mais en fait, ça va pas mieux parce que c'est vraiment une fuite en avant que tu te fais finalement. Tu te mens un petit peu. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, il n'y a pas de, il y a pas c'est pas une question de diplôme. Des fois, tu sais, tu as des personnes, pour moi, hein, vraiment, je parle vraiment de mon, comment dire, c'est vraiment mon avis, vraiment purement personnel. Mais il y a des personnes, des fois, elles ont 7 ans d'études, bac plus 5 bac plus 7 et tout. Ce qu'elles ont appris, c'est du par cœur. Et dès que tu les lâches dans la vie, elles sont dans l'inconnu, elles savent pas gérer une situation. Et des fois, tu as des gens qui n'ont pas le bac ou qui, je vais dire, je vais parler franchement, mais qui ont bac moins 2 tu vois, par exemple, et qui vont derrière être très débrouillards, qui vont savoir faire face à plein de situations. Tu sens tu sens que la personne, elle est intelligente, elle est maligne, tu sens elle est débrouillarde. Et pour moi, en fait, c'est un faux ami. Pour moi, hein. C'est vraiment, bon, j'ai fait un petit peu, moi j'ai un bac plus 3 à la base, hein. Mais pour moi, voilà, tu as des gens, c'est comme le débat des photographes pro ou pas pro. Tu as des gens qui font en amateur averti, qui n'ont jamais eu de sirette, ils font ça depuis 40 ans. Ils sont ultra talentueux et ils n'ont jamais pensé à monétiser leur savoir. Et t'en as qui vont arriver à monétiser leur savoir et ça fait 2 ans qu'ils font la photo, où il y a tous les profils. Les études, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter aux études. Moi, je me vois mal. Ça m'est jamais arrivé encore d'ailleurs, qu'il y ait un client qui m'ait demandé si j'avais fait des études en photo d'ailleurs, tu vois. Clairement, on le sait bien, c'est une profession de la photographie qui n'est pas réglementée, donc tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir pratiquer, ça c'est sûr. Mais par rapport à cette histoire de diplôme, je sais que ça traverse l'esprit de beaucoup de photographes qui se lancent, qui se disent, ben voilà, ouais, mais moi j'ai pas le diplôme, et donc qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce que vont penser les clients? Je pense qu'à la limite, un diplôme, je sais pas, un BTS de photographie peut peut-être être utile, et encore je l'ai pas expérimenté, mais c'est une supposition, hein. Ça peut être utile pour aller voir un banquier qui veut être rassuré sur ta capacité finalement à développer le business, tu vois. C'est-à-dire que tu vas voir un banquier, tu dis, bah voilà, moi je vais monter un studio. Euh, Bon, si tu lui dis j'ai un diplôme, j'ai été formé pour ça, voilà, j'ai mon BTS, regardez, il est là, ça peut peut-être rassurer le financeur. Mais les clients, eux, ils s'en foutent, ils veulent des résultats, ils veulent ils viennent te voir pour un type de photographie que tu fais, tu es bon pour ça, ils viennent te voir pour ça, tu leur fais ça, et puis c'est génial. Et moi, je sais que un de mes coachs m'avait dit une fois un exemple qui m'avait marqué par rapport à cette crainte du non-diplôme, tu vois. C'est en gros, imagine que tu suis. Voilà, tu suis le BTS photo qui dure 2 ans, voilà. Tu le suis et puis, je sais pas, 15 jours avant de passer le diplôme, c'est la révolution, tous les diplômes sont arrêtés, genre Covid tu vois, il y a plus rien qui se passe, plus aucun diplôme, c'est fini. Et cette année-là, pas de diplôme, ok. euh, Par contre, t'as quand même suivi 2 ans de cours, quoi. T'as suivi le truc, t'es dedans, t'étais à 2 doigts de passer le diplôme, mais tu peux pas le passer, donc tu l'as pas le diplôme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour ça que tu seras pas le bon photographe que tu es en train de devenir en fait, parce que tu n'as pas le diplôme? Mais clairement non. Clairement non. Donc c'est une fausse excuse. C'est ça en fait. Hein. On est d'accord, on est complètement d'accord là-dessus. Et puis, tu as des personnes qui ont plus de sensibilité artistique, ça dépend. Tu sais, la photo, c'est tellement vaste. Comme je dis, moi, comment ça s'appelle, quand je le dis à certaines personnes, il n'y a pas de vérité absolue en photo. Il faut arrêter. Il n'y a pas de vérité absolue en photo. Bon, mis à part les vérités techniques par rapport à l'optique, les lentilles et tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Demain, tu peux comparer 2 photos et tu peux mettre 2 photos dans une salle et tu peux te dire, bah, la photo A, elle est beaucoup plus belle que la photo B. Et pourtant, autant la photo B, bah, tout le reste toutes les personnes vont adorer la photo B. Et toi, elle te plaît pas. Parce qu'il n'y a aucune vérité absolue. Il n'y a pas de science. C'est pas une science, c'est un art. C'est quelque chose. C'est subjectif, en fait. Et à ce moment-là,
à ce moment-là, ça te débloque pas mal de choses. Le syndrome de l'imposteur en partie, du coup, parce que chaque chose en son temps, quoi. Chaque chose a son point positif, Et, son point et, négatif. et tu vois, quand je t'écoute, je sens qu'il y a une vraie foi dans ta pratique photo, dans ton entreprise photo, tu vois, il y a vraiment de la confiance qui ressort de ce que tu dis. Et cette fois-là, pour moi, justement, on parlait d'espèce de solution qu'on pourrait trouver pour détruire ce syndrome de l'imposteur. Pour moi, la seule solution, c'est la foi que tu as dans ton projet. Si tu sais que ton projet photo, de business photo, quel qu'il soit, que ce soit du workshop, des formations, du shooting, écrire des bouquins, j'en sais rien, vendre des tirages, peu importe ce que c'est, à partir du moment où ce que tu fais et ce que tu souhaites vendre, tu sais que ça va impacter positivement la vie des gens parce que tu l'as expérimenté, parce que tu le vois, parce que tu le vis toi-même et que tu as la conviction absolue que c'est le cas, à ce moment-là, je veux dire, ça explose justement tous ces syndromes-là de doute, d'imposteur. Donc c'est vraiment d'abord la foi que tu dois avoir dans ton business. Nicolas, je sens que toi justement, enfin je le sens. Dans la façon dont tu as de dire, de décrire ce que tu fais en photographie, ça se ressent en fait. Mais justement, c'est quoi là maintenant ton business model, toi? Tu vends quoi? Tu t'orientes vers quoi? Comment tu veux gagner de l'argent, d'avoir un salaire grâce à la photographie? Alors, moi, je fais surtout du corporate. J'essaye en fait. Moi, je suis très basé en fait sur des clients réguliers. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait dans mon ancien travail, c'est d'avoir aussi un petit peu mes clients réguliers, de créer ce lien avec mes clients et cette fidélité. Donc c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'avoir toujours un peu les mêmes clients. En fait, moi, je me suis catégorisé petit à petit. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai compris que je préférais, si je devais choisir, je préfère travailler avec un professionnel qu'avec un particulier. En tant que photographe, demain, si j'ai un projet, si j'ai deux demandes de shooting, admettons, avec le même prix, le même temps, la même façon de faire, je préfère travailler avec un pro qu'avec un particulier. Ouais. Parce que, étant donné qu'avant j'étais directeur d'agence, je sais que je parle, on parle un peu le même langage. Je retrouve ce côté-là de gestion, de management et là-dessus. Et c'est quelque chose qui me rassure aussi, au fond de moi, parce que ça me rappelle un petit peu des souvenirs. Donc, je préfère travailler avec les pros. Et c'est ce que je fais en ce moment, c'est que je travaille très souvent avec les mêmes clients. Ça me permet en fait d'avoir ma ma base de salaire minimum pour vivre. Et derrière, je fais mes projets avec les particuliers. Je fais des projets un petit peu plus, des projets différents de ce que je fais d'habitude, pour justement bah, déjà étoffer mon éventail d'idées et pour voir un petit peu tout ce que je peux faire aussi. Mais voilà, j'ai mon socle qui ne bouge plus. Et derrière, j'ai ce côté de me dire, je me permets de prendre des particuliers. Voilà, demain, admettons, je veux faire, comme la dernière fois tu avais en interview Alexandra Dubois. Ça m'arrive de temps en temps de faire des photos animalières de ce genre-là. Tu vois, c'est pas mon fonds de commerce à proprement dit, mais je peux avoir une ou deux demandes par mois. Tu vois, c'est pas, voilà. Mais j'ai mon fonds de commerce qui me permet d'avoir ma base. Et après, bon, ben, selon ce qui arrive, selon les envies des gens, selon ce qui arrive à moi, je fais, tout simplement. Tu as été directeur d'agence, donc tu connais le milieu professionnel, tu connais cet univers, tu connais les codes, les us, les coutumes, le langage, le vocabulaire. Tu sais parler c'est du B2B en fait, hein, donc tu sais parler à ces personnes-là. Et en fait, voilà, donc, alors que, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, tu l'as dit tout à l'heure, tu adores l'animalier. Et j'imagine que encore tu adores l'animalier, donc tu aurais très bien pu te dire, j'aime ça, et je veux développer un business là-dedans. Mais au final, tiens, d'ailleurs, la question c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es pas orienté vers un business de photographie dans l'animalier? Alors que tu aimes ça, hein? Ouais, parce que j'ai pas encore eu le temps. Parce que j'ai pas encore eu le temps. Parce que bah, j'ai eu des opportunités pour faire du B2B. J'ai exploité ces opportunités à fond. Et à ce moment-là, elles me font vivre. Donc du coup, pour l'instant, je suis très bien là-dessus. Et je développe les choses que j'ai envie de faire petit à petit, au fur et à mesure. Mais voilà, après, qui te dit que dans 6 mois, je te fais pas une grosse offre sur de l'animalier sur la Côte d'Azur? Peut-être, j'en sais rien. Mais ça viendra au moment où j'aurai envie de le faire. C'est surtout ça en fait.
Mais je sais pas si tu t'en rends compte ou pas, mais à chaque fois que tu dis une réponse, il y a il y a un conseil marketing, il y a un conseil entrepreneurial. Là, le conseil que tu viens de donner, peut-être sans te rendre compte, je sais pas, mais tu es prof malgré toi. Non, non, je plaisante, mais c'est le fait que c'est très très bien. C'est même hyper important de pas partir dans tous les sens, surtout au début quand on se lance. C'est-à-dire que tu aurais bien pu te dire, allez, mais comme je vais faire, voilà, je vais gagner ma vie, il faut que je fasse du chiffre d'affaires, donc je vais faire et de l'animalier parce que j'aurai des clients là-dedans, et puis aussi je vais faire du corporate parce que j'aurai aussi des clients là-dedans, et puis je ferai du mariage. Et puis quand j'ai multiplié ces différents types de business, finalement, eh ben j'aurai encore plus de clients. Sauf que bah, c'est l'inverse qui se passe, c'est que tu communiques de manière différente. En tout cas, t'as qu'une façon de communiquer à tous ces types de population, hein, de clients. Donc finalement, ça fonctionne pas. Et puis ton discours, il est pas audible. Voilà, il est pas audible. Donc le conseil que tu as donné finalement, c'est bah, être hyper focus pendant un certain temps, au moins 6 mois, mais ce serait peut-être pas mal un an, mais hyper focus sur une thématique, sur un public, sur un marché cible. Et là, le marché actuel pour toi, c'est les professionnels. Et non, mais ça, c'est vraiment hyper important ce que tu as dit en fait. Hein. Comment tu vas aller chercher tes clients là dans le corporate, puisque c'est ton business actuel? Ah, bonne question. Ah, moi, j'y vais à la méthode à l'ancienne, hein. Moi, je vais les rencontrer. C'est pour moi, il n'y a rien de mieux. Même, et d'ailleurs, même plus en temps de Covid, j'ai envie de dire. Alors, attention, je ne suis pas en train de faire une apologie du Covid. Je ne suis pas en train de dire d'aller faire des câlins et des bisous à tout le monde. Mais pour moi, en fait, on manque en ce moment cruellement de contact. Et aller voir un commerçant et d'essayer de travailler avec lui, de comprendre sa problématique. Après, voilà, pareil, moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai bossé pendant quelques temps, donc je conçois que ça soit pas aussi évident pour tout le monde. Mais moi, voilà, moi, j'ai toujours cherché à connaître mon client, à connaître la personne que j'avais en face de moi pour cerner ses besoins. Alors, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je pars à la rencontre de mon client, de mon potentiel client. Ça peut être, je me balade dans la rue avec mon appareil photo parce que j'ai décidé que j'allais faire de la street. Je vois une boutique qui m'inspire. Je peux rentrer et parler photo. Je peux rentrer et parler photo. De toute façon, si je rentre pas, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte? Au meilleur des cas, je peux peut-être avoir un bon feeling et peut-être un contrat. Si je rentre pas, j'en sais rien. Donc bon, ben je rentre, je dis bonjour, je peux parler. Voilà, c'est bien. Enfin, il y a pas de règle là-dessus. La seule règle, moi, c'est de créer ce contact avec la personne que j'aurai en face de moi à ce moment-là. Ça, c'est très très important aussi de bien connaître ton prospect, hein, clairement. Et la meilleure façon de le faire, on dit souvent que le meilleur moyen de connaître ton prospect, c'est de boire un café avec lui. Voilà. Et donc toi, tu bois peut-être pas de café avec lui, mais en tout cas, tu discutes avec lui. Donc au final, ça revient évidemment au même. Donc en gros, toi, ton idée, c'est d'aller à la rencontre des professionnels, donc des boutiques, des artisans peut-être, voilà, et de leur proposer quoi, un reportage photo sur leur travail, pour les mettre en avant sur une plaquette, sur leur site par exemple. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de. Franchement, là-dessus, j'aurais des tonnes d'exemples à te donner, tu vois, mais c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. Déjà, moi, je vais discuter pendant 15-20 minutes avec la personne. Allez, 15-20 minutes, j'exagère, mais alors, on va parler de 10 bonnes minutes. Et je vais comprendre déjà si la personne elle est réceptive. Si la personne n'est pas réceptive, tu peux donner un petit peu tous les efforts que tu veux, tu n'auras rien. À ce moment-là, en tout cas. Donc, bon, ben, comme on dit, hein, le temps c'est de l'argent, hein, clairement. Moi, on vit pas dans le monde des bisounours, clairement. Donc voilà, à ce moment-là, bon, ben, si je vois qu'elle n'est pas réceptive, je vais pas non plus lui dévoiler toutes les offres que je peux faire si je sais que ça va être non en catégorie sur toutes les offres. En revanche, si tu vois que la personne, elle est peut-être, elle a peut-être envie d'avoir des images de qualité pour son business, qu'elle veut peut-être se démarquer de ses concurrents, qu'elle veut peut-être se mettre en valeur, et plein de choses comme ça, ben, c'est à toi de voir ce que toi tu peux lui proposer. Si tu sais pas faire, ne propose rien. Mais si tu peux lui proposer quelque chose, c'est à toi de voir par rapport à ton feeling. Moi, j'y vais jamais avec des notes, tu vois, par exemple. Enfin, j'y vais quand j'ai déjà eu un premier rendez-vous et que je sais sur quoi je vais axer ma demande. Mais sinon, j'y vais au feeling, clairement. J'y vais vraiment, vraiment au feeling sur la première approche, on va dire, en tout cas.
C'est intéressant cette démarche-là que tu as tu es le commercial de ta boîte. De toute façon, on est tous en tant qu'entrepreneur, que solopreneur, on est forcément le commercial de sa propre boîte, évidemment. Hein. Ça, on est le premier vendeur, on est au front, et bien sûr que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, d'après enfin, ta façon de faire, mais vraiment en lumière cette démarche-là de commercial. Est-ce que tu te tiens une base, tu vois, d'éléments qui te permettent de mieux, encore plus cerner ton avatar, hein, le fameux client idéal là. Est-ce que tu prends des notes, est-ce que tu compiles un petit peu tout ça pour avoir une espèce d'image très nette, très précise de ton client idéal? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement parce que je marche beaucoup au feeling, clairement. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, le ressenti humain. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, oui, j'ai dans ma tête, dans le coin de ma tête, j'ai un avatar client rêvé. J'ai, voilà, je vais dire un truc, Robert qui a 3000 euros de budget photo par mois et qui va adorer mon style et qui va faire appel qu'à moi. Oui, là, oui, c'est un avatar rêvé, mais c'est pas la réalité. La réalité, en plus, d'autant plus en ce moment, les personnes ne savent pas trop où donner de la tête, elles ont des fausses informations et des informations contradictoires à longueur de journée. On ne sait pas de quoi demain est fait, les moyens financiers sont très bas. Et à ce moment-là, je pense qu'en fait, pour moi, c'est là où je fais interagir mon ressenti, c'est de, c'est de faire comprendre à la personne que je ne suis pas là pour lui prendre de l'argent, mais je suis là en fait pour se rendre service mutuellement, clairement, pour passer cette épreuve en même temps et d'essayer de la passer d'une meilleure manière, si je puis dire. Et alors, tu as des gens qui ça prend pas. Hein. Je ne dis pas que j'ai un taux de réussite à 100%. Hein. Moi, j'ai des personnes qui m'envoient bouler hein, aussi, hein, clairement. Mais il y a des personnes qui sont sensibles et qui vont te dire, bon, ben, je vais essayer de faire un effort maintenant, tu vois. Et quand elle te dit ça, la personne, c'est à toi de trouver la quantité d'efforts qu'elle est prête à fournir en termes de financier. Est-ce que toi, tu peux faire pour ce prix-là aussi? C'est pas question de, il n'est pas question de comment dire, de descendre son prix ou de se dévaloriser, mais il est question aussi de comprendre aussi le contexte actuel, de voir un petit peu ce que l'on peut faire. C'est très, c'est un peu complexe, c'est un peu un gros nuage, et je ne l'ai pas encore mis moi sur papier pour le résumer. Tu vois, par rapport à ce que tu as dit, je crois que tu l'as dit plusieurs fois, ce mot-là, c'est le mot intuition. Même pendant ton tour du monde, tu l'as dit à un moment donné, dans des situations un peu chaudes, tu sentais que ce pays-là ou cet endroit-là, c'était pas génial, donc ton intuition te disait, on s'en va, et tu partais. Et là, c'est pareil, tu sens les choses. Le feeling, quelque part, ça peut être aussi une espèce d'un bon moyen de démarchage, de sentir les choses comme ça, sans vraiment l'expliquer. Et puis, de toute façon, on n'est pas toujours obligé de tout vouloir expliquer. Hein. Voilà, ça fonctionne, ton système fonctionne, et c'est top. Il y a un truc qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir, tu vois, plusieurs offres. Alors à chaque fois pour un client, et ben voilà, en fonction de son budget, en fonction de ce dont il a besoin, en fonction du ressenti que tu as par rapport à lui, peut-être de lui proposer trois choses, tu vois, trois types d'offres, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que toi, en créant tes trois offres-là, ou trois ou quatre, j'en sais rien, ben quelque part tu t'amuses aussi parce que voilà, tu bidouilles avec tes bidouilles gentiment, je veux dire, mais voilà, différentes façons, différents programmes que tu peux lui proposer, différentes je sais pas, reportage, shooting, j'en sais rien, rendu possible. Et puis voilà, et lui après il choisit parmi ces trois-là peut-être, ce qui lui permet peut-être d'être plus à l'aise, tu vois, avec son budget, et ça peut être aussi un bon moyen de négocier une vente aussi. Tu m'as dit que tu en vivais à 100%, c'est ton travail à temps plein, donc tu es photographe professionnel. Et quelle est ta structure? Moi, je suis en micro-entreprise. Micro-entreprise. Tu conseilles ça pour commencer? Ouais, c'est un très bon début, ouais. Ça te permet, pour moi, c'est une bonne liaison entre le salariat et l'entrepreneuriat, pour moi. Selon moi, c'est ça, ouais. Après, bon, bah, moi, je me suis fixé des objectifs de sortir de la micro-entreprise d'ici 2 ans. Peut-être moins, j'espère, peut-être. Pourquoi pas. Il y a des plafonds en micro-entreprise, oui, oui. Pour nous, les artisans photographes micro-entreprise, c'est un petit peu plus de 70 000 euros et à partir de 37 000 euros, si je dis pas de bêtises, il y a la TVA qu'on commence à déclarer.
Donc c'est un bon Exact, début. c'est ça, ouais. Je pense que c'est un bon début, ouais. Voilà, tu te vois comment dans les, je sais pas, les 2-3 ans qui viennent dans ton business photo? Comment tu vois l'évolution de ton business photo? Alors comment je vois l'évolution de mon business photo d'ici 2 ans? Ouah, je m'étais mis des sacrés objectifs. J'espère que je vais pouvoir les tenir. Mais c'est bien, je vais pouvoir les dire, les dire à voix haute et ça va me donner un challenge en plus. Je me vois d'ici 2 ans avoir mon propre studio photo, vidéo. J'ai déjà une certaine idée pour ça et j'en parle avec des amis, donc je pense que ça pourrait se faire. Je me vois aussi dans la formation où j'ai commencé, on en a parlé la dernière fois, donc j'ai commencé à donner des cours de photographie via une structure. Donc j'ai adoré clairement l'expérience, donc je pense que je vais pas m'arrêter de sitôt et je pense que je vais même évoluer là-dedans encore. Et ouais, je me vois déjà faire ces deux gros objectifs, la formation et un studio photo pour vraiment mettre encore comment dire, pour vraiment asseoir encore plus l'empreinte là-dessus. Et après, je me vois toujours autant toucher à tout, clairement. Je me vois pas changer là-dessus. Ouais, je me vois surtout me faire plaisir. C'est surtout ça en fait qui est le plus important pour moi. C'est ouais, je me vois dans 2 ans clairement accepter ce que j'ai envie d'accepter. Écoute, je trouve que ton parcours, ton ambition, elle est hyper belle, hyper saine, et ça fait vraiment du bien à entendre. Tiens, juste par rapport à ton projet de studio photo et ton envie de donner des cours, ben justement à Dijon, il y avait un photo. Alors je crois qu'il est parti maintenant, il est dans le sud de la France, peu importe. Il s'appelle Arnaud Dauphin. Il a été, je crois, meilleur ouvrier de France dans sa thématique photo en portrait, il me semble. Donc vous pouvez aller voir sur internet Arnaud Dauphin, c'est un très très bon photographe. Donc il était à Dijon quand j'habitais à l'époque vers Dijon. En fait, on avait un petit peu, voilà, on avait fait connaissance et donc lui, il avait un vrai beau studio. Et en plus, tous les samedis matins, il accueillait une dizaine d'amateurs en fait, hein, pour donner des cours photo. Ça durait 3 heures, une partie un peu théorique, tu vois, partie théorique dans son... Et là, il avait une belle pièce dans son studio, partie théorique avec un beau PowerPoint, enfin c'était bien fait, vraiment bien shadé l'affaire. Et puis après, genre 1 heure et demie, pendant 1 heure et demie, il allait dehors sur le terrain, en ville, et puis il emmenait son petit groupe et on appliquait, en fait, il faisait appliquer, pardon, à ses élèves ce qu'il avait donné en mode théorie. Et c'était intéressant, je trouve, ce concept-là d'avoir... Et lui, il me racontait que ça lui permettait, en fait, de garder ce contact avec les gens qui découvrent la photographie, pour que lui continue à garder son, je sais pas, son œil neuf là-dessus, cette passion du début, tu vois, pour toujours avoir un espèce de pied dans la passion du début, hein, de se nourrir finalement de l'envie originelle, basique de ceux qui rentrent dans la photographie. Donc c'est intéressant comme démarche. Hein. Alors il y avait un côté business bien sûr, hein, ça faisait rentrer de l'argent, c'était intéressant de ce côté-là, mais aussi quand même vraiment pour puis une espèce de rendre l'appareil, j'imagine, c'est-à-dire que la photographie lui avait beaucoup apporté, je pense, donc il avait peut-être envie aussi de rendre à la photographie ce que celle-ci lui avait apporté. Donc c'était vraiment, je trouve, beau, intéressant en termes de business, mais aussi intéressant en termes d'ouverture d'état d'esprit. Non, c'est clair. C'est très. Moi, j'aime beaucoup le partage. C'est pour ça que je m'amuse, moi, sur mes stories, à partager un peu mon quotidien de photographe, qu'il soit bon ou pas bon. Mais je trouve que le partage est essentiel, surtout dans notre profession, surtout dans le contexte actuel et dans notre profession. Mais vraiment, vraiment là-dessus, c'est ouais, il faut pas avoir peur de partager. Il faut pas avoir peur de poser des questions. Il y a plein. Il faut pas avoir peur du contact en fait. Nous, on a un métier de contact. C'est pas parce qu'on a un appareil, un objectif entre un sujet et nous qu'il n'y a pas de contact. Non, le contact, il doit se créer, il doit y être. Quand tu parles de vente, il y a le côté contact, il y a aussi le côté pure vente, mais il y a aussi le tempérament. Pour moi, je mets énormément je mets un point d'honneur là-dessus, hein. Il faut vraiment avoir un tempérament. Et tout à l'heure, tu parlais aussi du parallèle entre le vendeur un peu relou qui insiste et tout. Pour moi, ça, c'est pas un bon vendeur. Pour moi, ça, c'est un mauvais vendeur. Et c'est ce que moi, qu'on s'appelle mon ancien employeur, me disait le contraire. Il me disait il faut insister auprès du client parce que un bon vendeur, c'est un vendeur qui répète. Le meilleur vendeur, c'est une machine. Parce que la machine, à chaque fois que tu vas cliquer,
Elle va te dire, tu es sûr que tu veux pas rajouter ça dans ton panier? Tu es sûr que tu veux pas rajouter encore ça dans ton panier? Est-ce que tu es sûr que tu veux que ça? Et pour eux, c'est ça en fait. Pour eux, c'est ça le meilleur vendeur. Pour moi, le meilleur vendeur, c'est celui qui connaît son client et qui sait proposer quelque chose en adéquation avec son client. On serait capable, un bon vendeur, il est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Quand je dis n'importe quoi, je ne dis pas quelque chose de péjoratif, mais le meilleur vendeur, il va voir quelqu'un qui a des problèmes de vue, il va lui trouver des lunettes, il va avoir besoin de lunettes, je lui vends des lunettes. Le bon vendeur, il va voir quelqu'un qui boite, il va trouver une béquille, il va dire lui, il lui faut une béquille parce qu'il boite. Pour moi, c'est ça le bon vendeur. C'est la même démarche que pour un portrait, pour moi. Ben finalement, ouais. Je ne suis pas juste avec une personne qui pose devant moi. Non, je veux connaître la personne, je veux savoir dans quel état d'esprit elle est en ce moment, qu'est-ce qu'elle est. Juste pour terminer sur cette partie, finalement, tous ceux qui se disent « Ouais, mais moi, je suis pas vendeur et je sais pas faire et j'ai peur de ça », ce qui peut être bien pour ces personnes-là qui ne se sentent pas vendeurs dans l'âme. Et moi, je le suis pas non plus, je me sens pas vendeur dans l'âme et pourtant, je vends des choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir à vendre, c'est de se dire, j'applique ce que je sais faire en photographie dans mon processus de vente, en fait. Et pour le portrait, c'est ce que tu viens de dire, on peut très bien appliquer ce processus de photographie, de connaissance de ton client, et appliquer à ça à la connaissance de ton futur client.